Moi, la seule chose que je peux dire sur cette histoire, c'est que j'ai vu beaucoup de choses horribles. Et j'oublie pas et je pardonne pas. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Georges Salinas. Bonjour. Vous êtes chef de la sécurité de l'Élysée et du président de la République actuellement. Effectivement, actuellement, je m'occupe de ça. Vous êtes le patron de la sécu de l'Élysée. Je m'occupe de toute la sécurité. Du président, de l'Élysée, de la famille du président. Quand on parle de sécurité de l'Élysée, c'est effectivement, on prend tous les aspects, c'est-à-dire le président, bien évidemment, mais aussi son entourage et puis toutes les emprises. Vous êtes ancien chef opérationnel de la BRI. On peut se tutoyer, parce qu'on se tutoie dans la vraie vie. Sûr. Alors sinon, j'aime pas, moi ça fait pas comme dans la vraie vie, j'aime bien vraiment qu'on parle normalement. C'est toi qui as géré l'assaut du Bataclan, notamment de manière opérationnelle, c'est toi qui a dû prendre les décisions dans les colonnes, etc. Tu nous en reparleras tout à l'heure. Et tu es aussi romancier. Voilà, ça s'appelle Le Murmure des âmes perdues de Georges Salinas, qui est actuellement le chef de la sécu de l'Élysée, si vous voulez aller lire ça. C'est un roman dans lequel il y a plein d'histoires. On va y revenir. J'ai choisi plusieurs anecdotes dont on va parler après, si tu veux bien. Bien sûr. Aujourd'hui, tu as combien d'hommes au GSPR sous tes ordres? Alors, au GSPR, j'en ai plus de 80. Au total, la sécurité de l'Élysée, c'est plus de 300. Ok. Donc ça fait beaucoup de personnes qui s'occupent de tous les aspects de la sécurité. Et tu es passé donc de la BRI avant au GSPR. En quelle année, à quel moment tu es arrivé à la présidence? Quand j'ai quitté la BRI, c'était bien après les attentats, puisque j'étais resté quelque temps de plus à la BRI pour pouvoir réorganiser ce service, puisqu'il a subi une profonde transformation. On a doublé quasiment le volume. Et j'ai quitté donc en 2018 finalement la BRI. C'est eux qui t'ont appelé? Je n'ai pas été appelé de suite. En fait, j'ai été appelé d'abord au SDLP, le service de la protection. Des personnalités? Exactement. Et où on m'a demandé si j'étais intéressé. Et comme ça faisait un petit moment, ça faisait 6 ans que j'étais à la BRI. Donc j'avais envie un peu de changer. Oui, un peu d'air. Voilà, de voir un autre aspect. Surtout, c'est un aspect que je ne connaissais pas, puisque quand on est à la BRI, moi j'ai fait beaucoup de police judiciaire. C'est un peu le thème des livres d'ailleurs. Mais la police judiciaire, on est plutôt chasseur. Quand on est au service de la protection, c'est l'inverse. On est chassé. Donc c'est une autre facette du boulot. C'est vrai, c'est bien vu. Exactement, bien vu. et donc il faut éviter. Et donc je suis arrivé, j'ai passé quelques mois au SDLP où je m'occupais de la protection du gouvernement notamment et des personnes menacées, style Charlie Hebdo, ce genre de choses. D'accord. Et puis après, au bout de quelques mois, j'ai été appelé à la présidence. On cherchait un profil un peu spécialisé de quelqu'un qui avait fait de l'intervention. T'as remplacé Alexandre Benalla? Non, jamais. Non, jamais. Non, Alexandre Benalla, d'abord, ne faisait pas le même boulot que moi. Non, Alexandre Benalla, il y avait eu un problème au niveau de la sécurité, et donc on a préféré voir avec d'autres personnes, et donc c'est comme ça que je suis arrivé. C'est quoi le voyage le plus dangereux en tant que chef de la sécurité que tu aies vécu avec le président? Je dirais que tous les voyages peuvent être dangereux. On peut avoir des risques parfois qu'on n'a pas... Il faut considérer que c'est un déplacement qui a l'air assez facile, assez bénin. On serait tenté de baisser la garde, et en fait... Parfois, on a des incidents, justement. Le danger vient toujours de là où on ne l'attend pas. Voilà, exactement. Alors que quand on est sur des déplacements qui nous paraissent très compliqués, je pense par exemple à un déplacement qu'on a fait en Ukraine, qui n'était pas en zone de guerre. Ah oui, vous êtes allé voir le président Zelensky, c'est ça? Exactement. Avec Emmanuel Macron. Exactement. Je t'ai vu descendre d'ailleurs du train, tu étais juste derrière sur le quai, forcément. Tu es toujours pas très loin. Oui, c'est un joli périple. Et là, c'était un voyage particulier? Les circonstances ont fait qu'il a fallu qu'on prenne un train. Et on n'était pas tout seul dans le train, puisqu'il y avait une délégation allemande et il y avait une délégation italienne aussi. Ce qui était amusant d'ailleurs, c'est qu'on était tous dans le même train. Ah oui, avec les autres présidents. Et donc, ce qui rend aussi dangereux, encore plus l'autre. On avait quand même pris des mesures de protection, mais il est évident qu'on n'est pas parti comme ça la fleur au fusil. Et on avait aussi un dispositif italien, d'ailleurs, et un dispositif allemand qui s'est calqué sur notre dispositif. Ah, c'est vous qui avez donné là et après ils ont su. C'est-à-dire qu'ils voulaient savoir ce qu'on faisait, et moi je leur ai dit ce qu'on faisait, et à partir du moment où on a expliqué comment on voyait la protection de ce train, ils se sont adaptés, on a pu travailler ensemble très correctement. Après, ce qui est pas évident, c'est qu'on est dans un train. Nous, en protection, on ne prend jamais, donc là, on n'avait pas le choix. Vous prenez jamais le train? Non, jamais. Pourquoi? Il y a d'abord une première raison, c'est la sécurité. Et la sécurité telle qu'on doit la déployer, parfois, peut même coûter beaucoup plus cher que si on y allait en voiture ou en avion. Voilà, tout simplement. Donc, il y a tout un côté économique aussi qui est important. Le train, nous, n'est pas satisfaisant pour la sécurité.
parce que quand vous prenez un train, il y a beaucoup de protection sur tout le parcours. C'est-à-dire que là, quand tu es allé en Ukraine, c'était très particulier, parce que vous le preniez jamais. Du coup, le président est avec vous, et il est dans des wagons à part. Comment ça s'est passé là? Bien évidemment, il avait un train, un wagon pour lui, mais il s'est adapté, puisque tous les autres, après, on était tous répartis dans des trains couchettes, bon, voilà. Donc, Pas des wagons VIP. Et c'était pas des wagons VIP. Et donc, on se croisait, on croisait des gens. Bon, un chef d'État qui venait voir le président, bien évidemment, il faut qu'il passe par les couloirs, où il y a les couchettes, donc on se croise. On a un gars en train de se laver les dents, bon, voilà. Il y a de la promiscuité avec le président Macron, là, à ce moment-là? Enfin, tu vis quelque chose de plus détendu, on va dire, qu'à l'Élysée? Je crois que de toute façon, le président, on sait comment il est. Et enfin, j'ai toujours vu un président qui s'adaptait à toutes les circonstances, quoi. Donc je pense que si on le fait coucher dans un train couchette, parce que c'est l'obligation, il dormira dans un train couchette. On le voit quand il va au contact du public ou des gens, il y va. T'as une anecdote un peu sympa dans le train avec le président? Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est de voir cette promiscuité entre tous les groupes d'intervention spécialisés de protection qu'il y avait dans ce train. C'est-à-dire qu'on avait des Italiens, on avait des Allemands, il y avait des Français, tout le monde se croisait, on croisait des ministres, que bien évidemment, on voit passer des gens avec des armes, Et le président qui passe, machin. Voilà. Mais tu le vois pas se brosser les dents non plus ou... Non, on évite. Toi, ouais, c'est ça, il y a quand même un peu une salle de bain, machin. Ouais. Non, mais c'est vrai, on se pose la question parce qu'on n'imagine pas de l'extérieur. Le président, il a une intimité sur laquelle nous, on n'a aucun droit de regard. On est derrière, on n'approche pas, c'est normal. Il y a eu l'enterrement d'Elisabeth II. Là, on a vu qu'il y avait le président qui est allé, comme tous les chefs d'État de la plupart des pays dans le monde. Là, tu y allais aussi? Oui, j'étais à l'enterrement. Alors du coup, toi, ça doit te faire vivre aussi quelque part des... Enfin, tu dois te dire, tiens, je suis un peu dans l'œil du cyclone, je suis vraiment au centre des événements mondiaux, de ce qui se passe. Comment tu l'as vécu, la famille royale? La royauté, moi, je l'ai rencontrée avant qu'il soit roi. Charles III. Exactement. Pendant cette période-là, c'était très compliqué, d'abord parce qu'ils avaient une gestion très difficile. Il y avait énormément de délégations. Donc, en fait, c'est assez compliqué parce qu'on est une délégation parmi tant d'autres. Tout le monde veut être sur cet événement. Il y avait énormément de personnes, de gens. Les Anglais ont une habitude de travail aussi qui est différente. Ils laissent beaucoup vivre la foule. Alors la foule, elle n'est pas agressive aussi. Donc, ce qui permet de la laisser vivre. Nous, on a eu des problèmes parfois de foule compliqués. Et c'est pour ça qu'on est obligé de... Mettre un peu de distance, plus... De distance, tout simplement. Cette distance, on peut l'enlever à partir du moment où on sait qu'il n'y aura pas d'agressivité. Et il y a une particularité avec le service de sécurité anglais. Par exemple, vous, quand vous êtes en présence des princes, du roi actuel, est-ce qu'il y a des choses différentes, d'ailleurs? Les Anglais sont toujours différents. C'est bien un peu leur caractéristique. Et donc, peut-être que la guerre de 100 ans dure depuis 1000 ans. Ils ne sont pas faciles, c'est clair, mais ce sont des grands professionnels. On ne peut pas leur reprocher ça. Ce qui est compliqué, c'est que nous, on arrive avec des demandes, parfois, et ça peut être un peu plus compliqué avec les Anglais, parce qu'ils ont des chartes. Notamment, ils interdisent toute arme sur le territoire anglais. Mais non. Oui. Même pour vous, par exemple? Oui, et donc, il faut obtenir beaucoup de dérogations qui sont parfois très compliquées à obtenir, parce que ce sont des Anglais. Et toi, tu as quelle formation, en fait, en gros? Moi, j'ai commencé comme ce qu'on appelait avant un inspecteur, et qui sont devenus après des officiers. Donc, j'étais dans un commissariat dans le 8e arrondissement, qui a disparu depuis. Et puis, je suis parti à la brigade criminelle. Okay. Et donc là, j'ai connu des très grandes affaires, notamment des tueurs en série. C'était les années où il y avait un tueur en série qui s'appelait Thierry Paulin, qui tuait des petites mamies. Il en avait tué de mémoire, je crois, presque une vingtaine. Donc c'est là que j'ai appris vraiment le travail et le métier et la rigueur. Alors pour citer page 155 de ton livre, je l'ai noté en bleu là, il y a une scène en Guinée-Bissau et tu dis où l'on retrouve Shadia. Elle fit signe au chauffeur de s'arrêter, elle prit son arme, un revolver américain qu'un dignitaire libanais chiite lui avait donné au Liban. Cette arme garde-la et sertant pour défendre ton pays, elle appartenait à un soldat américain que j'ai tué. Ce genre d'anecdote là, c'est du vécu. Là, on parle de terrorisme libanais. Donc, il y a eu un terrorisme libanais très important, qui continue d'ailleurs, hein, puisqu'on a des groupes qui sont considérés comme terroristes encore au Liban. On a, pour ne pas les citer, mais le Hezbollah, on a aussi Daesh encore qui est là, sans compter aussi beaucoup de factions qui s'affrontent. Donc moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Quand je suis allé en Guinée-Bissau... T'as formé les groupes? En fait, j'ai formé des gens là-bas. C'était dans un contexte un peu spécial puisque je suis parti pour former un groupe d'intervention et qui est devenu après, plus tard, un groupe de protection du président.
Donc c'était assez amusant. Et donc là, j'avais été appelé par l'ambassadeur, puisque je l'ai formé sur plusieurs semaines. Durant un week-end, on avait des Français qui avaient disparu. C'est une affaire qui était passée dans les médias d'ailleurs. Et on avait retrouvé 2 4x4 qui étaient en Casamance, donc en frontière Guinée-Bissau-Sénégal. Et il m'avait dit, on ne sait pas où ils sont, on a eu quelques renseignements, est-ce que vous pouvez aller faire un tour là-bas? Donc on est parti là-bas. Et en fin d'après-midi, début de soirée, on s'est arrêté dans un village. Et là, il a fallu que j'aille voir un chef pour lui demander l'autorisation de dormir dans son village. Et donc c'était amusant parce qu'il dormait, il s'est réveillé, il m'a dit, vas-y, installe-toi là-bas. Donc on a commencé à bivouaquer, à préparer notre bivouac, et puis il est revenu un quart d'heure après. Il avait un beau pantalon blanc, il était torse nu, il était très musclé, et il a vu que nous avions des armes. Et effectivement, j'avais des Smith & Wesson, pour ne pas les citer, que nous avions en étui extérieur de cuisse, et avec un treillis, donc on était identifiés comme un personnel soit militaire, soit policier armé. Et quand il a eu l'arme, il m'a dit moi, je connais les armes. Moi, j'ai combattu les Portugais pour l'indépendance. Et je lui ai dit est-ce que tu connais cette arme américaine? Il me dit non, je ne connais que les armes russes, parce qu'on était à ce moment-là, ils étaient surtout financés par les Russes, et c'était surtout la Kalachnikov qui était l'arme de base. Donc je lui ai dit si tu veux, je te fais tirer pour pouvoir avoir de bonnes relations avec lui. Et à ce moment-là, il m'a dit attends quelques secondes, et il a parlé à un gamin, et le gamin est allé chercher tout le village. Et donc, on s'est retrouvé à 200 devant lui. Je lui ai passé mon arme, il a tiré sur un arbre. Et là, à chaque fois que chaque tir, tout le monde applaudissait. Et donc, c'était hyper amusant. C'est drôle. Et à la fin, donc, quand il m'a rendu mon arme, il m'a dit écoute, je te remercie, viens manger ce soir avec nous. Et donc, ils nous ont invités à manger. Donc, nous, on a amené la boisson, parce qu'il faut toujours amener quelque chose en Afrique. Et on a passé la soirée à manger, à boire. Et ils ont dansé devant nous. C'était extraordinaire. J'avais l'impression de vivre 50 ans ou 100 ans en arrière. Ah ouais, trop bien. Une scène de film un peu... C'était vraiment sympa. Parfois, on parle d'échecs aussi dans l'émission. Je demande à tout le monde, est-ce que tu as eu un échec professionnel? Est-ce que tu en as eu au GSPR actuellement? Au GSPR, on a parfois des situations d'échec qu'on essaie de rattraper, bien évidemment. Donc des situations d'échec, c'est quand on a eu un incident pendant un déplacement. C'est clair que à partir du moment où on a un incident, ça veut dire qu'on n'a pas su gérer ou le concevoir avant pour ne pas l'avoir. La règle d'un déplacement, c'est de prévoir tout. Et à partir du moment, alors c'est pas une règle exacte, mais il est clair que s'il y a un moment quelque chose qui s'est passé dans le déplacement, d'imprévu, et qu'on a été surpris, et que ça touche directement le président, il est clair qu'on considère que c'est quand même un échec. Par exemple, on a vu à la télé tous le président qui se prend une gifle par un gars sur la gauche, là on voit toute cette image. Ça, c'est un échec? Pour vous, c'était une erreur de... Comment ça s'est passé de l'intérieur? Parce qu'il y a toujours la version journalistique qui va que critiquer des trucs, machin, sans savoir ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, toi, qui l'as vécu de l'intérieur? Bon, c'est difficile. Bon, on peut en parler maintenant. Mais ce qui est clair, c'est que on a une situation, normalement, qu'on doit gérer, et notamment des situations de foule. Là, il a décidé d'aller à un endroit qui venait d'être levé de surveillance, parce qu'on pensait que le président partait. Le seul problème, c'est que on a eu ce temps où on a eu donc pas de gens en protection à cet endroit-là, ou peu. Ah oui, tu t'es fait prendre de coups en gros. En fait, on a toujours une protection devant, derrière, et là, cette protection derrière, elle n'était pas encore mise en place. Elle était en train de se mettre en place. Et le malheur, c'est qu'il va directement sur l'individu qui va lui mettre la gifle. Alors après, on a dit beaucoup de bêtises sur cette histoire, c'est-à-dire qu'il aurait pu être armé, etc. Il y a quand même un filtre. Ah oui, c'est-à-dire que les gens ont été fouillés. Voilà. Et donc, il y a des palpations, il y a des choses comme ça. Les gens qui sont là ont été quand même filtrés. Donc après, s'il met une gifle, malheureusement, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, je ne peux pas faire entrer que des manchots. Voilà. Donc je ne pouvais pas savoir que cet individu allait mettre une gifle. Quand il se passe un truc comme ça, est-ce que tu as un débrief avec le président? Est-ce qu'il peut te dire « Tiens, Georges, c'est pas bien » ou est-ce que c'est toi qui dois dire au président « Attention, monsieur le président, quand vous sortez, laissez-moi 5 secondes que je sois là ». Comment ça se passe, ça? On débriefe, bien évidemment, à notre niveau, déjà, et puis après au niveau des autorités. Et puis nous, à notre niveau, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui a été raté, qu'est-ce qui n'était pas bon. Mais il a compris que c'était aussi pas de ta faute, entre guillemets
J'espère. Bah, t'es encore là. T'es encore en poste. Sur Internet, il y a beaucoup de rumeurs sur l'Élysée. On s'est amusé à répertorier 10 rumeurs qui sont affichées un peu partout. Tu vas nous dire si c'est vrai, si c'est faux, ou je ne peux pas répondre. D'accord. On rajoute une case. Je pense que je vais dire souvent je ne peux pas répondre, mais bon. Alors, sur les 10 rumeurs de l'Élysée, il y aurait un tunnel secret qui relierait l'Élysée à la Seine, où se trouverait un mini sous-marin en cas d'attaque ou d'énormes manifestations qui puissent s'enfuir. Alors, tu ne peux pas répondre. Il y a un vrai tunnel secret qui conduit aussi d'ailleurs à une plateforme où il y a une fusée pour partir sur la Lune. Donc, là, il n'y a pas de sous-marin. Non, je crois qu'il n'y a pas de sous-marin. Il y aurait un bouclier anti-aérien au-dessus de l'Élysée. Alors, il y a un bouclier anti-aérien, mais c'est au-dessus de la France. Donc là, on a l'armée de l'air qui couvre tout le pays, donc avec des alertes d'avions qui sont prêts à intercepter ce qu'il faut. Donc, toutes les mesures sont prises, y compris les plus petites, c'est-à-dire au niveau des drones, par exemple. L'armée de l'air, d'ailleurs, c'est l'armée de l'air et de l'espace, maintenant qui s'occupe de tout ça, qui gère ça. Après, au niveau local, il y a toutes les emprises qui sont considérées comme sensibles ont des dispositifs particuliers de protection aérienne. Un membre du personnel doit goûter tous les plats du président avant qu'il les mange. Est-ce qu'il y a un goûteur pour Emmanuel Macron qui goûte à ses plats? La cuisine, elle est préparée par un chef cuistot, spécialement pour lui, qui est un chef cuistot renommé, puisque on a eu pas mal. C'était Guillaume Gomez avant. Exactement. Maintenant, c'est un nouveau. Oui, exactement. Et donc, cette cuisine, elle est préparée... Même en déplacement, c'est lui, c'est ça, toujours? Oui. Ah donc, oui. Il sait qui prépare. Il y a tout cet aspect-là, et donc, est géré par l'intendance. Ah oui, d'accord. Et il n'y a pas de goûteur. On mange très très bien à l'Élysée, et le seul risque qu'on puisse avoir, c'est pas de se faire empoisonner, c'est plutôt de prendre des kilos. Emmanuel Macron possède une voiture blindée dont il a dessiné lui-même les plans. Nous, on a un président qui aime bien un type de voiture. On roule français, d'ailleurs. On a la première voiture blindée hybride, d'ailleurs, au monde. Okay. C'est une voiture française. Alors, il y a un truc qui est très récurrent, et vraiment qui est partout, c'est les services de sécurité utiliseraient des sosies d'Emmanuel Macron lors de certaines sorties. Tu l'as vu ça sur Internet déjà? Avec des grains de beauté, ils disent regardez, il a pas ça, il a pas ça. Je crois qu'il est inimitable. Donc ça serait difficile de lui donner un sosie. Donc ça, c'est pas vrai, évidemment. Tu les as déjà vus, ces articles, ou pas, non? Oui, on en voit beaucoup. Ah, c'est ça, et c'est ça. Depuis la création des réseaux sociaux, on voit vraiment beaucoup de choses. Et tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Il y a une équipe cynophile, donc une équipe d'assaut, mais avec des chiens aussi à l'Élysée. Et tous les chiens porteraient les noms d'anciens présidents. Alors, j'ai pas leur nom. Ils pourraient. C'est possible. Mais pour le moment, non. Ce que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, on se sert de chiens pour la détection d'explosifs. C'est vraiment très efficace. Et après, leur petit nom, c'est un peu à la charge de celui qui le guide. Et il paraît qu'il y aurait, l'Élysée organiserait des tournois de pétanque pour les employés. Il y aurait même un terrain au fond du jardin à côté de la fontaine. On pourrait. Ça non plus, non? Non, je pense pas. En tout cas, j'ai jamais vu jouer au pétanque. T'as jamais vu jouer? Mais c'est dommage parce qu'il y a des endroits où on pourrait jouer. Bah, ça n'empêcherait pas, après tout, de bien travailler pour les employés qui se retournent, etc. Quand tu étais à la police, avant à la police criminelle et enfin à la police judiciaire, oui. Tu as déjà été choqué par des scènes de crime? C'est quelque chose qui t'a... Parce que on parle de choses que tu vis, mais il y a des choses que tu vois ou que tu as vues. Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent encore aujourd'hui? La chose qui marque un policier, c'est le contact avec la mort, tout simplement. Je pense que quand on rentre dans la police, il faut être prêt à affronter ça et à affronter des scènes qui sont parfois très macabres. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune policier, c'était mon premier jour de policier. Et j'étais encore stagiaire. Et on m'a appelé, c'était pas une affaire de crime, c'était un type qui s'était suicidé, une personne donc qui s'était jetée d'en haut d'un immeuble de 12 étages. Donc on imagine dans quel état il était, au sol. Et je me souviens, c'était mes premières constatations que je faisais en tant que policier, où il fallait donc fouiller un corps, fouiller un corps qui est démembré, qui est explosé, parce que bien évidemment... Fouiller, c'est-à-dire les poches, tout ça? Voilà, pour trouver des papiers, pour savoir qui c'est, etc. Donc, il faut faire abstraction de tout ça. Et il faut enlever toutes ces images-là après.
c'est quelque chose qui est compliqué. Et dans notre métier, on constate constamment... Moi, j'ai été à la brigade criminelle, j'ai vu des scènes de crimes assez souvent. Il faut être prêt à affronter la scène. Il y a la vue, il y a l'odeur aussi. C'est ça le problème. Et parfois, c'est même l'odeur qui est le plus dur. Parce que ça vous reste dans les narines et on a l'impression, quand on rentre à la maison, on a l'impression qu'on a encore cette odeur qui est coincée dans le nez, quoi. Donc c'est très compliqué. Ah ouais. Et puis, les scènes de crime les plus horribles que j'ai pu voir, c'est les scènes d'attentats. Le Bataclan, c'était quelque chose. Il y en a beaucoup, des scènes de crime. Là, je te parle pas d'attentats, mais de scènes de crime comme on peut l'imaginer un peu dans les séries policières américaines ou françaises. Ça arrive souvent ou c'est quelque chose qui est assez rare en vrai? Ça arrive souvent. Par rapport à d'autres pays, non. J'ai pas le taux exact de criminalité, de d'homicide volontaire en France, mais ce qui est clair, c'est qu'on a quand même un pays qui est beaucoup plus pacifié, même s'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Moi, je suis allé en mission au Venezuela. Le Venezuela, c'était à peu près 20 000 morts par an. Ah, wow. On supprime une ville, comme Millau. C'est comme Narbonne. 25 000 habitants. Ouais. Putain, c'est n'importe quoi. Ouais. Après, le Venezuela, c'est un des pays les plus dangereux au monde, je crois, avec le Salvador. C'est tout le triangle un peu chaud. Hein. C'est un pays très dangereux où j'ai fait aussi des actes de formation là-bas. Ah, t'as formé des gens? Oui, j'ai formé des gens là-bas. Et alors? Est-ce que tu as une anecdote avec des Vénézuéliens? Ce qui est amusant avec les Vénézuéliens, c'est que justement, comme le rapport avec l'arme, ils en ont tous. Ils en ont tous. Il y avait des policiers qui ont été torturés parce qu'ils étaient policiers, tout simplement, sur un braquage, où ils se faisaient braquer chez eux, par exemple. Et puis, on tombait sur leurs armes, sur leurs plaques. On savait que c'était des policiers. Et là, ils les torturaient. Ils sont très, très violents. Tu parlais de leur rapport avec l'arme. Tu vas dans un restaurant, tu as plein de restaurants où tu as des boîtiers à l'entrée. Et il y a des gens, en France, tu déposes plutôt ton parapluie. Eux, c'est leur arme. Okay. Donc, on met l'arme dans un truc. Il y a des affiches. D'ailleurs, j'en avais ramené une. Dans ton bureau? Dans mon bureau, où il y a marqué ici, les armes sont interdites. Et donc, on doit déposer son arme dans un casier. Et puis après, on va manger. Donc, c'est vraiment... c'est très habituel, en fait, entre guillemets. Moi, les policiers que j'ai formés, c'était des policiers de la police judiciaire. Il faut savoir que la police au Venezuela est très compliquée et qu'il y a quand même une partie qui est... des deux côtés. Ouais. Voilà, donc c'est clair. Hein. Pour l'avoir vécu quand j'ai travaillé au STUP, j'ai vu arriver un peu de tout, sous couverture de la police de ce pays-là. Ce qui est sûr, c'est que les policiers qu'on avait, nous, ils avaient été triés sur le volet, et donc on considérait qu'on avait des gens qui étaient du bon côté. Et le premier jour, quand je les rencontre, je leur dis, est-ce que quelqu'un a déjà ouvert le feu? Et ils ont tous levé la main. Mais non. Et je leur dis, est-ce que vous avez déjà abattu quelqu'un? Et il y en avait les 3/4 qui ont levé la main. Et c'était des policiers donc qu'on considérait travailler en légitime défense. Il y avait énormément d'enlèvements, donc il y avait à peu près, je crois, la moyenne, c'était une dizaine d'enlèvements par jour à Caracas. Et donc nous, on leur expliquait comment on travaillait sur les enlèvements. Je leur ai expliqué qu'en fait, la règle, c'était plutôt d'essayer d'attraper les gens pour récupérer après les voyous et puis récupérer la personne qui avait été enlevée. Alors que eux, la règle, c'était on voit les voyous, on tire. Donc il a fallu travailler sur cet aspect-là. Sur comment ne pas tuer. Voilà. Donc c'était drôle parce que j'étais allé là-bas pour leur expliquer comment ne pas tirer. Et toi, quand tu arrives à l'aéroport, t'es armé là-bas? Oui. Dans un pays qui est dangereux quand même, oui. tu pars pas non plus la fleur au fusil, comme tu dis, quoi. Bon, déjà, dans mon boulot actuel, à chaque fois que je pars, je suis armé. Dans toutes les formations que j'ai faites, je suis toujours parti armé. D'abord, parce qu'on ne va pas dans des pays qui sont faciles. Donc, quand on va aux États-Unis, c'est moins compliqué. Donc là, effectivement, on peut se permettre de ne pas être armé. Mais quand on va dans des pays comme le Venezuela ou quand on part en Afrique, on a quand même une violence... oui, qui peut être plus présente. Et donc, il vaut mieux partir armé. Dans ton livre, page 74, tu dis « Un des voyous de la deuxième voiture sortit en poussant avec le pied sa portière et se tourna vers François. Il l'arrosa copieusement avec son arme automatique et il n'eut que le temps de se coucher sous le tableau de bord et parvint à s'arrêter. En se relevant, il vit le voyou se diriger vers lui d'un pas décidé. Il ne lui laisserait pas l'occasion d'aller plus loin. » Ce genre d'anecdote face à des braqueurs, etc., on parle justement, tu dis, d'un rapport avec la mort dans des pays un peu, parfois, qui peuvent craindre pour la sécurité. Est-ce que toi, tu as déjà dû, et c'est un vrai truc difficile, mais est-ce que tu as déjà dû abattre quelqu'un parce que tu n'as pas eu le choix? C'est difficile de répondre à ce genre de questions.
Ce qui est sûr, c'est que j'ai connu quelques fusillades importantes, et j'ai été amené à tirer sur des adversaires parce que j'avais pas d'autre choix. Donc en fait, quand je raconte ce genre de choses, c'est un condensé un peu d'opérations que j'ai menées avec, je sais pas tout seul, hein, on était toujours en groupe. J'ai connu ce genre d'opérations, notamment à la BRI, où on a eu des fusillades et où on est amené à tirer sur quelqu'un. Je pense notamment à une opération sur un braquage qui avait eu lieu en grande banlieue, dans le 77, et enfin à la limite. Et ils avaient des voyous qui avaient attaqué un fourgon, et donc avaient tiré sur les convoyeurs, qui ensuite avaient pris l'argent et les caissettes. Ils en avaient pris. Ils avaient tué les convoyeurs? Ils ne les avaient pas tués, mais ils leur avaient tiré dessus. Il y avait des policiers qui étaient arrivés en renfort du commissariat parce qu'on leur disait qu'il y avait des coups de feu. Ces policiers avaient été accueillis par des tirs de Kalachnikov. Donc okay. On a vu, là, tu sais que ça rigole pas, quoi. Voilà. Et nous, on travaillait sur ces voyous parce qu'on savait où ils allaient revenir, parce que ces voyous, en général, ont des voitures relais, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils ont des voitures de guerre, ils attaquent avec ces voitures, et ensuite ils vont aller les jeter, ils vont les brûler, et ils vont monter dans d'autres voitures pour pouvoir filer. Se faufiler, ok. Et nous, notre travail avait été d'identifier l'endroit de repli. On ne savait pas trop où ils allaient aller braquer, et on n'a pas pu le savoir. Et on l'a découvert parce que c'était sur les ondes radio police qu'on entendait qu'il y avait eu ce braquage. Et quand on a eu les signalements des voitures qui avaient attaqué, on a compris que c'était les nôtres. Et je me souviendrai toujours parce que ces voitures sont arrivées, se sont posées dans la rue, et nous on était en surveillance et on attendait qu'ils montent dans leur voiture de relais pour pouvoir après les reprendre en filature et les interpeller, parce que du coup là ils étaient plus calmes, ils auraient pu même poser leurs armes et on aurait pu faire une interpellation dans de bonnes conditions. Et en fait ces gens-là, on s'est rendu compte que les caissettes qu'ils avaient prises, elles avaient explosé, il y avait de l'encre indélébile. Ah oui, il y a un truc, un système anti-vol pour les billets qui les et donc, détruit. On voyait entre eux que ça parlait, qu'ils étaient assez mécontents de l'histoire. Alors même si on sait que maintenant les billets, ça peut se laver aussi. Mais bon, ils ont posé ça dans un box qu'ils avaient juste à côté. Et là, on les a vus remonter dans les voitures, équipés avec des gilets, des armes, prêts à repartir. Et en fait, ils repartaient à l'assaut d'autres choses. Et donc là, quand j'ai su ça, moi j'ai dit, il ne faut pas les laisser partir, il faut les arrêter. Et donc là, on est monté sur eux, on les a bloqués, et eux, ils n'ont pas voulu se laisser prendre. Donc il y a eu des tirs dans tous les sens, et moi j'ai été amené à tirer sur quelqu'un qui avait une Kalachnikov et qui était prêt à engager ce qu'on appelle un collègue à moi. Donc du coup, on est obligé de tirer. Après, vous savez, on n'est pas très fiers. Hein, non, bien sûr, mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Hein, parce que c'est mon travail qui m'a amené à faire ça. J'étais obligé de le faire. Je pense que tout le monde comprend que tu as quelqu'un qui est à la Kalachnikov qui tire sur la police, et à un moment donné, il vise ton collègue, c'est évident. En tout cas, c'est compliqué. Mais moi, je l'ai toujours bien vécu, d'abord parce que j'ai une famille derrière, et que la famille, elle te fait redescendre. Ce jour-là, enfin le lendemain, c'est assez amusant. Le lendemain, j'avais mon gamin qui faisait un spectacle de théâtre à l'école. Et je me souviendrai toujours parce que quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a dit je viens de me faire tirer dessus, j'ai tiré sur quelqu'un. Bon, elle m'a dit ouais, mais c'est embêtant parce que du coup demain tu vas pas pouvoir aller au spectacle. Donc ton gamin, alors elle me dit mais je comprends. Mais toi psychologiquement, comment ça va le soir où tu... Sur le moment, je suis assez. Parce que tu dis t'as échangé des tirs, mais il est décédé. Voilà, mais j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Sur le moment, je lui dis simplement demain il faudra que je travaille. Ah, tu lui dis je veux pas en parler? Oui, en général j'aime pas en parler de ce genre de choses. On n'a pas trop envie. Ça vient plus Non, parce tard. que c'est pas une fierté. On n'est pas fier d'avoir tiré sur quelqu'un. Non, mais t'es fier d'avoir sauvé la vie d'un collègue. Tu le vois, J'espère que je lui ai sauvé la vie, en tout cas en tirant sur ce type. Il n'y a pas que moi qui lui ai tiré dessus, d'ailleurs. Hein. On était plusieurs à lui tirer dessus, parce qu'une Kalachnikov, c'est difficile à stopper quand ça commence à tirer. Ça fait des dégâts monstrueux. Et je me souviendrai toujours de ça, parce que le lendemain, je suis parti, comme on a ouvert le feu, il y a toujours une enquête de l'inspection générale, des services qui doivent s'occuper de voir les conditions d'ouverture de feu. Et je me suis débrouillé pour prendre une moto et filer au spectacle de mon gamin. Et je suis arrivé à temps, j'ai regardé le spectacle, j'ai bu un petit verre de coca avec lui, et puis je suis reparti.
Et c'est ça qui fait redescendre sur Terre après. Oui, tu as intérêt d'avoir une famille solide. Voilà, on a besoin d'avoir une famille solide derrière pour pouvoir redescendre et ne pas penser aux choses parfois horribles qu'on est amené de faire. Et là quand il se passe un truc comme ça, après, tu es obligé d'expliquer quand tu es flic, quand on ouvre le feu, parce que vous le savez parce que vous êtes policier, en général, je parle, mais comment ça se passe? Et encore plus quand il y a un décès de quelqu'un, tu as dû répondre. Est-ce que tu passes devant une commission? Tu es obligé d'expliquer chaque tir? Comment ça se passe? Tout est expliqué, tout est écrit. C'est la procédure, c'est une procédure judiciaire. Tu passes en une sorte de... Pas de jury le lendemain, mais devant des psychologues? Non, ah oui, tu peux éventuellement... maintenant, c'est beaucoup plus développé que du temps où j'étais dans ce genre de service. Ça permet un peu parfois de retravailler un petit peu sur toi-même. Donc là, tu as écrit Le Murmure des âmes perdues, donc il y a un polar chez Mareuil Édition. Voilà, si vous voulez aller le chercher, je vous mettrai le lien de toute façon en dessous de la vidéo. Je voudrais te poser les faits ou pas faits pour que vous puissiez voir, si vous lisez le livre aussi, si vous trouvez des concordances. Tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas. Est-ce que tu as été déjà touché par une balle? Non, jamais, et j'espère que ça m'arrivera jamais. On s'entraîne pour ça. Ouais, je vais toucher du bois. J'espère que c'est pas du faux. Pas sûr. Et non, on s'entraîne surtout pour ne pas en prendre. Donc tout notre travail... Parce que tu as vécu plusieurs fusillades. Bien sûr. Donc tout notre travail, il est là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas invincible. Et on sait qu'on n'est pas invincible même quand on est équipé d'un gilet pare-balles. Oui. Donc notre travail, il est justement d'éviter de se prendre une balle. Est-ce que tu as dû annuler un déplacement du président pour sa sécurité? Non, jamais. C'est toujours lui qui décide. On lui donne tous les éléments et après c'est lui qui voit. Ah oui, c'est lui c'est nous qui nous adaptons. Il n'est pas suicidaire, il sait très bien que... Si tu lui dis ça pue, voilà. C'est pas fait pour est-ce que tu as déjà utilisé les tunnels secrets de l'Élysée? Les mêmes que ceux qui amènent au sous-marin ou à la fusée, bien sûr. Est-ce que tu as déjà dû lever la voix sur le président pour sa sécurité? Non, jamais. Non, mais c'est-à-dire crier, par exemple, pour lui dire attention, ou c'est pas lever la voix, lui crier dessus, c'est juste attention, hop. Non, j'ai jamais crié sur le Parfois, on voit, tu sais, Trump, à l'époque, il y avait eu un truc sur le scène, et hop, il y avait un mec qui l'avait pris un peu même vieux. Tu te rappelles de cette scène? Bien sûr. Il lui demande pas, quoi, il lui met la truc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. Moi, pour ma part, non. Et puis, c'est pas mon rôle de l'attraper. Toi, t'es chef derrière. Voilà, moi je supervise. Tu organises le 4-4-2, entre guillemets, l'organisation des bonhommes, c'est toi qui es là. Je dirais un peu le capitaine plutôt, pas l'entraîneur. C'est-à-dire que je suis un peu entraîneur et un peu capitaine aussi. Parce que t'es quand même opérationnel. Voilà, je suis sur le terrain et je prête main forte aux gars. T'es un peu le numéro 10. Voilà, c'est un peu ça. Tiens, j'essaie. Et c'est toi qui dis, tiens, par exemple, toi, tu es derrière Emmanuel Macron, toi, tu es sur le côté. Faites gaffe à la gauche. Les gens connaissent leur mission. Et t'as un taxi-walkie? Bien sûr, on travaille tous avec des radios. Est-ce que vous avez déjà évité une attaque envers le président? Ou tu peux me dire, je peux pas le dire. Hein. Ouais. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, tu vois, de justement... à l'époque, c'était sur Chirac, non? Qu'il y avait un gars qui avait pris une 22 sur les champs, là, une 22 Lorif. Est-ce que ça t'est arrivé, avec ton service de sécurité, de déjouer un truc avant que ça se passe? Difficile d'en parler, non. Il faudra lire mon prochain roman. Mais en tout cas, il faut toujours rester sur qui-vive, ça peut arriver n'importe quand. De toute façon, ça, c'est la règle. T'as vécu, à l'époque de la BRI, tu faisais quoi exactement à la BRI? BRI, j'étais patron adjoint, c'est-à-dire chef de service adjoint, et je m'occupais plutôt, je dirais, du côté opérationnel du service. Le chef étant, lui, pour driver tout le service, le management de tout le service. Plus la politique et les décisions. Mais il est aussi sur le terrain, puisque les chefs de service à la BRI sont toujours sur le terrain. Donc mon chef de service a toujours été sur le terrain avec moi aussi. Mais moi, j'avais plus en charge l'organisation avec les chefs de groupe, puisqu'il y a des groupes, sur le terrain. Et donc toi, tu as connu l'hypercachère, tu étais à cette époque. Qu'est-ce que tu as fait sur cet assaut? Comment ça s'est passé de ta vision, toi? Moi, sur la vision d'hypercachère, c'est que d'abord, il a fallu arriver à hypercachère. On était tous en opération les uns les autres autre part, et on était tous en train de... Moi, j'étais à Aulnay sur une autre opération en lien avec les frères Kouachi. Et quand on a été appelé pour la prise d'otage à hypercachère,
ce qui était drôle, c'est qu'on avait donc plusieurs colonnes d'assaut qui étaient réparties un peu partout. Et on s'est tous retrouvés pour la porte de Vincennes et on s'est croisés à la porte de Bagnolet. Et donc, il y a une image qui aurait été extraordinaire à voir, c'était qu'on avait notre fameux camion blindé BRI noir qui passait avec une colonne de voitures sur le pont. Et sur le périph', on avait les autres voitures de la BRI qui passaient en dessous. Donc vous êtes croisés? On s'est croisés pour se retrouver au même endroit. Après, ce qui a été très compliqué, c'est que le trafic avait été stoppé et il y avait beaucoup de gens qui avaient abandonné leur voiture. Et à un moment, on a été complètement coincés. Et on a fini à pied. Donc avec votre équipement? Exactement. Donc j'ai fait passer le message. J'ai dit tant pis, on abandonne les voitures, on laisse juste les chauffeurs et on part à pied. Et on est arrivé à pied à Hypercacher. Donc il y a quelques photos d'ailleurs qu'on voit dans les magazines où on nous voit enjamber le périphérique pour passer sur l'autre voie à pied parce qu'on ne peut plus avancer. Moi, dans un premier temps, j'ai été sur la colonne qui était engagée le long de la sortie périphérique côté Vincennes. Et puis après, je suis allé au poste de commandement, où on a monté un poste de commandement. Ensuite, on a été renforcé par le RAID, qui est arrivé pour nous aider. On savait qu'il y avait l'autre opération qui avait lieu aussi avec le GIGN à la Martin-en-Goël. À l'imprimerie, chez Fagogier, hein. Voilà. Et donc c'était Coulibaly qui était dans le... Là, nous, c'était Coulibaly. On a monté un dispositif. Ça a été assez compliqué parce que c'était une affaire hors norme. Et donc, on avait beaucoup d'autorités qui sont venues voir ce qui se passait. Et donc, c'était compliqué parce qu'il fallait... prendre des décisions vite. Oui, et puis il fallait écarter les gens, surtout. Et on manquait peut-être encore un peu d'habitude, je dirais, sur les attentats pour faire un vrai périmètre. Ouais, d'expérience. Voilà, on n'a pas commis la même erreur au Bataclan. T'étais dans les colonnes, toi, ou t'étais... Oui. Alors, nous, on est toujours dans les colonnes. Et une fois qu'on a décidé du plan d'assaut, en gros, le plan d'assaut, c'était de rentrer par la porte de service, faire sauter la porte, et la BRI devait rentrer, devait tenter d'éliminer le Coulibaly. Et pendant ce temps, le RAID, eux, rentraient par l'autre porte, la porte d'accès magasin, sur lequel, là, on devait faire sortir tous les otages. Il se trouve que ça se passe jamais comme on veut sur le terrain, mais ce qu'on savait, et ça c'était quelque chose de compliqué, on savait que Coulibaly avait des explosifs sur lui dans un sac. Il en avait? Il en avait. Et les otages pouvaient parler, en fait, pouvaient envoyer des messages. Et à un moment, un des otages a... Il laissait les otages parler? Oui, il les laissait échanger. Donc on avait comme ça des gens qui venaient nous voir en disant ils m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient là, etc. C'était assez surprenant. Et donc on apprend qu'il y a ce sac de sport avec des bâtons de dynamite qu'il a à côté de lui. Et donc là, par l'intermédiaire de la personne qui est otage, je prends un dépiégeur d'assaut, ce qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire un gars qui s'occupe de l'explosif. Et je lui demande, en gros, d'essayer d'évaluer ce qu'il en est. Et en fait, on apprend que les bâtons dynamite, il y en a, et qu'il y a des trucs avec des fils, mais qu'on n'a pas l'impression qu'il les a préparés, tout simplement. Et donc là, on prend la décision, finalement, de donner l'assaut. Quand tu dis on prend, c'est toi? Oui, enfin, pas moi tout seul. Hein, oui, bien sûr, c'est à plusieurs. Mais... avec le chef, on décide, on va présenter notre plan d'assaut, avec le RAID aussi, puisque le RAID était aussi travaillé en main dans la main avec nous. Et donc, finalement, cette décision, d'ailleurs, elle sera prise à très haut niveau, puisque c'est le président qui va autoriser l'assaut. Hollande à l'époque, hein, oui, exactement. Et quand on y va, on a quelques certitudes, mais on a aussi beaucoup d'incertitudes, puisque sur les explosifs, moi, je sais que on s'est basé sur ce qu'on a dit, ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire qu'en gros, on pense que les explosifs ne sont pas configurés, mais si on s'est trompé, c'est à peu près toute personne qui est dans un rayon d'à peu près 50 mètres et se retrouve de l'autre côté, poussiéreux ou réduit à l'état de poussière. Donc on y va. C'est la première fois de ma vie que j'ai envoyé un SMS à ma femme en lui disant écoute, on va donner l'assaut, mais t'inquiète pas. Donc, comme j'avais jamais fait ça, elle a compris que c'était pas bien. Elle m'a dit, en 20 ans, tu m'as jamais envoyé un SMS, donc je vois pas pourquoi. Donc, ça craint. Donc, effectivement, j'ai pas commis la même erreur après. Et donc, on est allé. Moi, j'ai rejoint la colonne d'assaut avec d'ailleurs mon chef aussi, qui s'appelait Christophe Molmy. Et on a fait sauter cette porte. Donc, c'est les gens du RAID qui ont fait sauter la porte. Mais le problème, c'est qu'il avait mis un tas de caisses... des conneries derrière. Pour pouvoir nous empêcher de rentrer. Et quand on a fait sauter la porte, cette porte est ouverte. Mais comme il y avait tout ce tas de caisses, il a fallu les pousser. Donc là,
Koulibaly est venu sur nous, nous a engagés, nous a tiré dessus. Donc nous, on a répliqué. Et c'est comme ça qu'il s'est dirigé vers l'entrée où se trouvait le raid, qui entre-temps avait ouvert cette porte. Ah oui, d'accord. Et c'est comme ça qu'il a fait 2-3 allers-retours. Et comme nous, on rentre finalement dans l'hypercachère, Koulibaly va se diriger, et tout le monde a vu cette scène où Koulibaly tente de sortir et se fait abattre par bien sûr. Il y en a un qui s'est pris une balle dans le pied, c'est ça. Je crois qu'il y a eu très peu de blessés. Il y a eu 4 blessés. 4 blessés. 4 blessés, tout à fait. Qui sont des balles, on ne sait pas trop si c'est fratricide ou pas, mais il y en a quand même... Oui, parce que ça a tiré dans tous les sens, là. Oui, ça a beaucoup tiré. Ouais. Même quand il est par Nous, on n'a terre, pas beaucoup tiré à l'intérieur. Et de l'autre côté, ils ont été amenés à tirer. Parce qu'il est arrivé jusqu'à eux. Voilà. Et après, tu étais sur le Bataclan. Oui. Aussi. Tu as connu la période difficile du côté de la BRI. Enfin, difficile pour toute la France, mais difficile pour vous qui étiez en face. Quel rôle tu as eu, toi, là, sur le Bataclan? Le rôle, j'avais le même rôle que celui d'hypercachère. Donc là, moi, j'ai été appelé en urgence. J'étais dans ma maison de campagne, pour tout te dire, en train de regarder le match de foot. Oh là là. Et, ah oui, oui, les booms. Oui. Et puis, comme ça se passait d'abord à Saint-Denis, donc moi, j'ai été appelé par un dépiégeur d'assaut, aussi un des mineurs, qui m'a dit qu'il y avait eu des explosions. Et au départ, on a pensé que c'était des baraques à frites ou quoi qui avaient peut-être explosé, parce qu'on sait qu'il y a du gaz, des machins. Et puis quand il y en a eu une deuxième, au même endroit, là, ça commence à puer. Mais on était encore comme on était sur Saint-Denis, qui est une zone qui est plus de répartition pour le raid, donc on s'est mis en alerte. Et puis dans la foulée, on a su qu'il y avait des terrasses. Donc là, on a compris que ça tirait de partout. Et donc là, je suis rentré. Donc j'étais avec mon épouse, on a fermé la maison, on est parti. J'ai mis 22 minutes pour faire 63 km. Mais non. Oh putain. Et d'ailleurs, ma femme m'a dit... d'ailleurs, je les engueulais, les gens, parce qu'ils ne se poussaient pas. Et ma femme m'a dit, mais tu sais, tu roules à plus de 200. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ah bah oui, donc, pendant ce trajet... T'as un Giro ou non? Oui, bien sûr. Ah oui, t'avais un Giro à l'époque. C'était une voiture de police. Oui, t'es identifié quand même. Oui, j'avais un Giro, j'avais tout. J'avais le pimpon, le deux-tons qui était en route. La sirène. La sirène, exactement, mais... les gens ne savaient pas ce qui se passait, moi je le savais. Donc j'ai eu pas mal de messages que j'ai jamais pu d'ailleurs effacer sur un ancien téléphone que j'ai gardé, où il y avait les messages de la préfecture de police qui m'arrivaient sur l'état des gens qui étaient, les tirs, le nombre de morts, etc. Donc, et ça c'était en roulant. Comme on ne savait pas trop où ça se passait, puisque ça tirait un peu dans tout Paris, dans un premier temps, on ne savait pas trop si c'était localisé ou non. Moi en roulant, j'ai demandé où se trouvaient mes enfants. J'ai demandé à ma femme, je dis appelle les enfants et demande-leur où ils sont. Donc heureusement, moi mon gamin regardait le foot à la télé chez lui. Au chaud. Et la petite, elle faisait du sport dans une salle de sport. Et donc je lui ai dit de ne pas bouger. Et donc je suis arrivé à la BRI où j'ai récupéré, en fait, il y avait déjà une première équipe qui était partie, ce qu'on appelait la force d'intervention rapide. Donc, et on m'a dit, ça se passe au Bataclan maintenant. Et donc moi j'ai récupéré le reste des effectifs, j'ai amené le fameux bouclier qu'on a pu voir aussi. Criblé de balles. Criblé de balles. Ah, c'est toi qui l'as emmené. J'ai amené le camion blindé. Je suis parti avec un gars de chez moi qui était un chef de groupe. C'est lui qui a été blessé, qui a pris une balle dans le bras, dans la main. Et on est parti, on est arrivé au Bataclan. Là, je suis rentré au Bataclan. Donc de suite, on a fait un point. On a monté un poste de commandement dans un café. Et je me souviendrai d'ailleurs toujours d'un de mes collègues, un ami vraiment très sympa que j'adore, qui était le chef de la crime, qui était chef de la crime à ce moment-là, et qui avait déjà pris en compte l'affaire du Charlie Hebdo. Et je me souviens que je fais un aller-retour dans ce PC et il me regarde et il me dit, Georges, est-ce que tu sais combien il y a de morts à peu près? Et je le regarde comme ça, je lui dis, tu sais, je pense qu'on est au moins sur la centaine. Et là, je me souviens de son visage. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un choc pareil. Je me souviens, après être rentré, alors bon, les scènes indescriptibles de gens par terre, morts. C'est toi qui décides des colonnes qui commencent à... Alors, il y avait déjà une colonne qui était à l'intérieur, et moi, j'ai préparé les deuxièmes colonnes. Donc, il y avait une colonne qui était en position aussi en hauteur, sur les balcons. Il y avait des gens du raid, une dizaine de gens du raid qui sont arrivés. Donc, j'ai demandé qu'ils prennent en compte le rez-de-chaussée avec les gars de chez moi, parce qu'il fallait tenir tout le rez-de-chaussée. On a fait évacuer aussi tous les gens. Mais moi, j'ai décidé, enfin, en tout cas avec mon chef, je lui ai dit, on ne peut pas donner un assaut alors qu'il y a des gens blessés. On va avoir une surmortalité parce que de toute façon, ça va tirer dans tous les sens. Donc, de toute façon, il faut évacuer le maximum de gens, qu'on n'ait plus que des morts, en fait.
Et c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai demandé à ce que les évacuations continuent. Et donc on a tenu des postes. Et entre-temps, on a eu le contact avec les terroristes. Et on a commencé à entamer des négociations avec eux. Comment vous avez contact avec un terroriste? En fait, on est arrivé à une porte en avançant, puisqu'on continue à fouiller. Et puis on est arrivé à une porte qui était coincée. Et là, on a entendu un otage qui a dit « mais on est pris par des terroristes ». Et donc, un des otages a donné son numéro de téléphone pour pouvoir communiquer avec les terroristes. Okay. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a eu 5 appels. Et c'est toi qui appelles là? Ah non, là on a des négociateurs. Ah oui, c'est vraiment le métier. Nous, on a des gens qui sont formés pour ça, pour la négociation, et qui donc... Mais t'entends? Oui, on sait ce qu'ils font. On a un travail très particulier. La négociation elle doit se faire, et contrairement à ce qu'on dit, elle doit se faire même dans des situations extrêmes. Parce que là, il n'y a pas vraiment une négo. On sait qu'il y a de fortes chances que ça finisse mal, mais il faut la tenter quand même. Et puis, la négociation, elle n'est pas que juste pour discuter, savoir ce qu'ils veulent, etc. La négociation, ça fait gagner du temps. Mais des deux côtés. Des deux côtés. C'est ça le problème. Et nous, on a besoin de monter un assaut. Et on ne peut pas faire un assaut. Il y a l'assaut d'urgence, c'est-à-dire on arrive, ça tire dans tous les sens, on va foncer. Et puis après, quand on est installé, on prépare un assaut. Et là, c'est un assaut élaboré, c'est-à-dire préparé dans tous les sens pour pouvoir donner un assaut comme il faut. Et ça, on a besoin de temps, on a besoin de renseignements. Et donc, dans ces discussions qu'on peut avoir avec les terroristes, on peut obtenir parfois du renseignement, combien ils sont, etc., ce genre de choses. Et là, ça vous a servi à quelque chose? Bien sûr, ça nous a servi à quelque chose pour nous préparer. Et en fait, une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire le maximum de renseignements qu'on pouvait avoir, le nombre à peu près, et on ne savait pas exactement le nombre, mais on se doutait, parce qu'il y avait les balcons, il y en avait 2, et il y avait un autre côté qui était fermé, mais là, il n'y avait personne qui répondait. Donc on a fait le choix de casser ces 2 locaux techniques, où on savait que d'un côté, qu'il y avait 2 terroristes au moins, et un autre côté où on ne savait pas. Donc ce qu'on savait, c'est qu'on a découvert très vite la voiture qui avait été garée en bas, devant le Bataclan, puisque quand ils se sont garés, ils sont sortis, ils ont commencé à tirer. Donc ils ont tué des gens qui étaient déjà devant le Bataclan. Il y avait des gens qui... Ah oui, dans la rue? Ah oui, dans la rue. Ah, ils tuaient oui. dès le début, ok. Et après, ils sont rentrés et ils ont commencé à tirer à l'intérieur. Et donc il y en a 2, ils ont commencé à rafaler dans tous les sens. Et ensuite, il y en a 2 qui sont montés à l'étage et un qui est monté qui est allé sur la Seine. Et là, donc, on a l'intervention d'un commissaire avec son chauffeur de la BAC Nuit qui arrive et qui, lui, aura le cran de rentrer et qui va abattre ce terroriste qui est sur la Seine. Donc, le terroriste se fait sauter ensuite. Ah, parce qu'il ne meurt pas tout de suite. Exactement, il a le temps de se faire sauter. Et donc, c'est ça qui va stopper la tuerie, en fait. Puisque au moment où cet individu, le terroriste saute, les tirs ont arrêté. Sinon, pendant tout ce temps-là, ils ont tiré, mais ils ont tiré constamment. Bon, ça a été raconté, il y a eu un procès, mais on sait que les téléphones sonnaient, ils tiraient comme ça. Après, on a raconté aussi beaucoup de bêtises, hein, des tortures et tout ça, c'est faux. En fait, ils tiraient, c'est tout. Ils abattaient des gens comme des animaux, quoi. Et c'est un policier qui est rentré tout seul avec son arme de service, oui, et qui a fait un tir, je crois, incroyable, oui, parce que c'était à 25 mètres, j'ai entendu. Le policier de la BAC Nuit, le commissaire. Et donc, son action a été vraiment très importante, puisque ça a stoppé les tirs des terroristes. Et après, il est ressorti? Alors, il est resté dehors, après il est ressorti, et pendant ce temps, les 2 autres ont pris en otage les gens qui étaient à l'étage, qui étaient montés à l'étage, et se sont réfugiés, et donc on fait une prise d'otage là. Et c'est à partir de là que nous... vous avez décidé d'attendre. D'accord. C'est fou. Quand tu rentres, c'est des images pareilles que tu n'oublieras jamais, j'imagine? Déjà, quand tu rentres, au début, t'es un petit peu... t'es constamment bloqué sur ton travail. C'est-à-dire que tu penses à la mission, à l'opération. Ce que les flics appellent l'effet tunnel. C'est un effet tunnel, mais c'est pas vraiment un effet tunnel. C'est-à-dire que je suis conscient de la scène, mais tu es comme le médecin, en fait, en gros, qui opère. C'est-à-dire que tu dois faire ton opération et tu dois occulter le reste. Donc, quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est mort. Tu pourras plus faire quelque chose pour lui. Donc, s'il est sur ton passage, eh ben, tu vas l'enjamber, tout simplement.
tu vas pas te poser de questions parce que tu es en pleine opération. Alors que tu serais dans la rue, normalement, tu verrais quelqu'un, tu t'arrêterais, tu regarderais, voilà. Donc là, tu es en pleine opération, donc tu es dans un champ de bataille. Hein. Donc tu fais des choses que tu ferais jamais normalement, mais parce que tu es pris dedans. Donc moi, après l'assaut, je me souviens, quand j'ai vu les scènes de gens que j'avais enjambés, etc., je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as marché sur les gens, au-dessus des gens, sans t'en rendre compte, quoi. Oui, tu regardais à l'horizon. J'étais à fond sur l'opération, comment on va les neutraliser. On y pense après. Hein. Puis après, faut pas oublier qu'il y a eu l'opération en elle-même, quand on a donné l'assaut, puisque ça, on s'est fait tirer dessus. Donc il y a la colonne 1 qui s'est fait tirer dessus. La colonne 2, au début, j'étais avec la colonne 2. Donc ils sont rentrés, et donc heureusement, il y avait des otages. Hein. Et donc moi, j'ai immédiatement rejoint la colonne 1. Là, la colonne 1 s'est fait tirer dessus avec le fameux bouclier. Et les gars qui étaient devant sont vraiment ont été hyper courageux. Ils ont fait le boulot, c'est-à-dire qu'ils se sont fait tirer dessus. Ils ont réussi à neutraliser le premier terroriste, enfin qui était dans ce couloir. Et ce terroriste, lui, avant de mourir, s'est fait sauter. Aussi. Et il a blasté le dernier terroriste. Ah, il a tué le deuxième. En fait, il l'a blasté, mais il l'a pas tué. Ah, il l'a assommé. Il l'a juste blasté. C'est-à-dire qu'il était complètement dans le gaz, quoi. Et en fait, quand on s'est approché sur lui, donc on a commencé à sortir tous les otages aussi. Donc il faut savoir que les premiers otages, on les sort sous le feu, hein, pendant que ça tire. Et donc il faut aller les chercher, les passer par en dessous. Enfin, c'est un truc de dingue. Et après, à la fin, donc le dernier terroriste, on arrive sur lui, et là, il essaie de se faire sauter au moment où on arrive sur lui. Et donc on le voit, il est en train d'appuyer sur son nombril, parce qu'ils avaient leur bouchon allumeur au niveau du nombril. Et donc ils essaient d'appuyer. Et en fait, il ne pourra jamais appuyer parce que son gilet explosif a tourné, et son bouton allumeur, il se trouve sur la gauche. Et en fait, il ne le trouvera jamais. Et nous, bien évidemment, quand on s'approche, oui, tu là, on ne cherche pas à comprendre, et on dit ce qu'on appelle dans notre jargon policier, on le neutralise. Ça se met, je crois, il se passe 1 an. Je crois qu'il y a des gens qui vous remercient. 1 an après, il y a des commémorations. Tu as reçu une lettre? Oui. C'est ça? Comment tu l'as reçue? On a reçu des courriers, des lettres qui sont arrivées au service. Et on a reçu plein de dessins. D'enfants? D'enfants. C'était vraiment extraordinaire. Et notamment, on a eu un courrier qui était vraiment hyper amusant. Parce que c'était une gamine d'une école élémentaire. Je l'ai imprimé. Oui, je vous la montre en plein écran là en même temps, mais oui. Est-ce que tu peux la lire? Oui, mais si tu veux, je trouve ça mignon. C'est fou. C'était hyper mignon. Elle écrit cette petite messieurs les policiers, mesdames les policières. Merci d'avoir sauvé les gens à Paris et merci de la part de toute la France. Alors c'est écrit dans sa petite écriture. Hein. Nous sommes des enfants en CP. Les attentats, ça nous fait mal au cœur parce que les gens sont morts. Nous sommes tristes. Ça nous fait peur, les terroristes. Nous avons peur qu'ils nous tuent, qu'ils tuent nos parents, notre famille et des gens qu'on ne connaît pas. Ça nous fait une boule au cœur. Mais nous savons que nous sommes en sécurité parce que les policiers nous protègent. Dans la classe, nous pensons que vous êtes des héros parce que vous sauvez des gens, même quand c'est risqué et dangereux. Il y a même des enfants qui disent que vous êtes des super-héros. Mais il vous manque juste d'avoir plein de couleurs dans votre uniforme. Voilà. Merci beaucoup. On l'embrasse, hein, si maintenant les plus grandes, du coup, si ses parents reconnaissent. Exactement. Et tu as reçu des courriers, ça t'a montré un peu à quel point vous avez été utile? Oui, en fait, quand on est dans l'action, on ne se rend pas compte. Surtout que nous, après l'opération du Bataclan, on a continué les opérations. On s'est retrouvé aussi à Saint-Denis sur les opérations. À Baoud. Exactement. Dans le film Novembre, on voit un peu la traque. Voit, donc là, nous, on vient en renfort. Hein, c'est le RAID qui essentiellement est intervenu. Mais donc on n'a pas cette perception. On sait que c'est quelque chose d'énorme, mais on n'a pas cette perception. Et c'est bien plus tard qu'on se rend compte de cet effet, de comment les gens ont suivi. Et le truc le plus dingue que je raconte, c'est souvent 1 an après, comme tu disais, les commémorations devant le Bataclan, où moi je suis en tenue d'intervention,
Et je suis avec mon collègue, le chef. Lui va Toi, t'es pas cagoulé? Je suis pas cagoulé, je suis juste avec ma tenue, mais il y a marqué BRI anti-commando bien identifié. Et c'est donc 1 an après. Les cérémonies se terminent. Et là, je reste un petit peu seul parce que mon collègue est allé voir des amis qu'il connaissait qui ont perdu des gens. Et là, je vois une femme avec sa fille qui s'approche de moi et qui me disent voilà, moi je voulais vous dire, ma fille était là et j'ai jamais pu vous remercier, je voulais vous remercier. Et cette fille s'approche de moi, elle me prend dans ses bras. Donc c'est une gamine, hein, enfin elle doit avoir 20 ans. Donc sa maman a les larmes aux yeux. Et puis là, tout d'un coup, je vois plein de gens qui s'approchent autour de moi et qui me disent nous aussi, on n'a pas pu vous dire merci, mais vraiment dites à vos gars, c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et je les vois tous s'approcher autour de moi et me toucher, comme si j'étais une relique. Et, ouais, c'était un truc de dingue. J'ai eu une émotion rarement ressentie. C'était vraiment, ça m'a vraiment fait un truc que même quand j'en parle encore, ça me fait encore quelque chose. Ouais, je comprends complètement. C'est le plus beau moment que tu as vécu? C'est un beau moment, effectivement, parce qu'après toute cette souffrance, voir ce genre de choses, ça remonte le moral. On a gardé des relations avec certains otages. Moi, j'en vois quelques-uns avec qui on échange constamment. On veut savoir ce qu'ils deviennent parce que parfois c'est difficile. Ah, t'as gardé contact oui. avec. Et puis c'est difficile aussi de pouvoir apprendre à vivre après avoir vécu un truc comme ça, quoi. Et après, chacun fait son deuil de manière très différente. Et c'est vrai qu'il y en a qui... C'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Et si quelqu'un a perdu quelqu'un et qu'il a envie de te toucher, bah, il faut le comprendre, faire un câlin, c'est exactement ça. Et on se rend compte vraiment de cet impact à ce moment-là. Et la seule chose que je voudrais dire, c'est que il y a les gens donc, qui viennent nous voir, mais on oublie souvent les familles et les familles des policiers. Et moi, je me souviens de ma femme, mes enfants, qui ont dû tous donc tenir pour et supporter ce que j'ai fait, une fois à l'hypercachère et après au Bataclan. Donc elle avait quand même un peu l'habitude avec le grand banditisme, et c'était pas toujours facile. Et là, il a fallu que la famille encore me soutienne pour ça. Donc c'est pour ça que je le dis encore une fois, on n'est rien sans... Là, le soir, tu rentres du Bataclan, tu fais quoi? J'ai pas envie de parler. D'abord, là, c'était le matin, presque, puisqu'on a fini, on a dû rentrer, il était 5-6 heures du matin, et puis 2 heures, 3 heures après, on était à nouveau sur le terrain. Ah bon? Oui. Ah, vous avez refait d'autres opérations dans la nuit? Oui, bien sûr. Vous n'êtes même pas arrêté là? Ah oui, on s'est pas arrêté. Hein. Et juste, le procès, tu y as été? Au procès du... Non. Non, t'as pas voulu? Non, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que d'abord, il y avait beaucoup de monde. Il fallait la plupart du temps, c'était des parties civiles ou des témoins importants. Et quand c'était des témoins policiers, on utilisait... c'était souvent le chef de service qui allait témoigner, parce que j'aurais dit la même chose que lui. Donc du coup... oui, ça fait doublon. Ça servait à rien, donc c'est le chef de service qui y va. Et comme à ce moment-là, c'était pas moi le chef de service, puisque j'étais qu'adjoint, donc c'est le chef de service qui est allé. Et t'as suivi à distance quand même, là, tu vois, Salah Abdeslam qui a le droit de se marier en prison, c'est qui est... Enfin... Moi, la seule chose que je peux dire sur cette histoire, c'est que j'ai vu beaucoup de choses horribles. Et j'oublie pas et je pardonne pas. Pour terminer en 30 secondes, est-ce que tu as déjà vu le président dans un déplacement? Est-ce que tu l'as déjà vu faire un truc un peu étonnant, un peu sympa? Toi qui es patron du service de la sécurité, j'espère. Est-ce que tu as assisté à quelque chose où tu t'es dit, tiens, c'est comme tout le monde? Un truc sympathique, tu vois? Bah, le président, il a une vie... je veux dire, il a une vie privée déjà, qui est normale, je présume, en tout cas. Après, dans l'officiel, il fait des choses qui sont sympas, parce qu'il aime bien discuter avec les gens. Il s'offusque pas de plein de choses. Donc, quand on est allé, par exemple, à Tahiti, on a fait un voyage officiel à Tahiti, et on est allé aux Marquises. Donc, c'était assez amusant, d'ailleurs, parce qu'on avait le fils du maire de l'île où on était, qui était très sympa et qui vraiment avait pris à cœur d'organiser vraiment un vrai spectacle et une vraie visite
Mais on avait des problèmes tout simplement logistiques. On se doute bien que dans ce genre d'île, on va pas avoir de voiture blindée comme ça. Bon. Ah oui, c'est vrai. Et donc, la chose qu'on a faite, c'est que je suis allé voir le directeur de l'hôtel où on était. C'était le seul hôtel d'ailleurs qui avait un niveau, je dirais, pour accueillir un président. Enfin, c'était pas non plus un palace, hein, mais c'était un bel hôtel quand même. Et c'était le seul qui avait une voiture, un 4x4 normal. La plupart des véhicules là-bas, ce sont des pick-up. Ah oui, donc, ok. Compliqué. Voilà, donc compliqué de mettre quelqu'un à l'arrière. En tout cas, un président. Et sauf avoir une voiture papale, mais bon. Donc, c'était compliqué. Et donc, ce directeur m'a dit, mais ok, vous prenez ma voiture, je la prête pour le président sans problème. Et donc, il l'a fait un peu nettoyer, et donc il avait mis des superbes housses à fleurs jaunes. Et donc le président est monté dans la voiture, il a apprécié les housses. Et puis on a fait le déplacement sans problème. Tu as déjà dû aller dans un endroit où il n'y avait pas d'endroit pour dormir, où il doit dormir avec tout le monde, ça peut arriver? Oui, bien sûr, c'est déjà arrivé. Il aime bien le contact. Donc quand on va notamment voir les militaires, oui. Il aime bien être au contact des militaires, donc il aime bien dormir dans le camp où ils sont, okay. Pour pouvoir discuter avec eux, parler avec eux, avoir un vrai échange avec les gens. Quand on est allé sur le Charles de Gaulle, il aime bien parler avec les soldats, les pilotes, les marins. Et tous les marins. Hein, il peut dormir dans une tente avec les autres militaires. Exactement. En Roumanie, on n'était pas très bien équipés au niveau structure, je dirais pour logistique dans la base. Et bon, on a fait de briques et de broc et il a dormi dans une tente. D'accord. Donc tu peux réveiller le président en ronflant et vice-versa. Il faut essayer de ne pas ronfler à côté de lui, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, Georges Sayas. Donc ton livre est dispo et s'appelle Le Murmure des âmes perdues, pour ceux qui veulent aller chercher chez Mareuil Éditions, donc qui est un polar avec plein d'anecdotes. Tu nous en as expliqué quelques-unes de réelles. Franchement, moi j'adore. C'est typiquement le genre de livre que j'adore. Je me laisse embarquer dedans. Bravo déjà pour ce livre. Merci. Tu vas en écrire d'autres après? Je suis le 3e en écriture, là. Ah, c'est vrai? Oui. C'est un vrai plaisir que tu as d'écrire à côté? J'adore écrire. C'est pour moi quelque chose qui me libère l'esprit. Oui, ça te permet d'exorciser aussi certains trucs que tu as vus aussi. Sans dire où, sans dire quoi. J'aime bien le roman, donc, parce que ça me permet justement, comme je le disais, d'avoir un peu cette liberté. Et avec toujours à la base d'ingrédients très, très, très réels. Donc, ce qui fait que ça, je pense que ça se lit assez bien. Parce que très, très bien. Et c'est comme parce que j'imagine que tu es secret défense, habilité secret défense. Oui. Tu peux pas tout dire. Oui. C'est pour ça que tu peux pas faire une autobiographie comme tu l'expliquais justement tout à l'heure. Donc, sous forme de roman, on apprend plein de trucs. De la crime au 36, il y a plein d'anecdotes. Merci d'être venu, d'avoir pris le temps. Je sais que tu as un exercice qui commence à l'Élysée dans 15 minutes. Exactement. Merci d'être venu. Il n'y a pas de problème. Merci à tous d'avoir suivi, les gars. Continuez de vous abonner, de commenter si vous avez des questions aussi. N'hésitez pas à les poser avec plaisir. Abonnez-vous et puis merci de nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube ou encore Facebook. Merci d'être là.